Oui, allô? Oui, monsieur Pierre Perronnet? Oui. Oui, bonsoir, Stéphane Sauvette de Hauville Lumière, la web radio. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue en fait sur notre station et dans notre émission. Donc nous allons passer une vingtaine de minutes ensemble, d'après ce qui est prévu. Et voilà, c'est partagé. Et donc pour commencer, je vais faire la mini-bio, comme je fais de chaque invité, pour que les auditeurs, tous les auditeurs sachent bien qui est présent. Donc je passerai un petit peu, je passerai plus aussitôt sur votre carrière de présentateur sportif. Vous avez commencé comme stagiaire au service des sports durant les Jeux des Olympiques d'Atlanta, c'était en 1996. Vous êtes passé ensuite à Téléfoot, vous étiez reporter et vous étiez en fait journaliste de bord de terrain en 98 pour Jean-Michel Varquet et Joland qui également. Et vous étiez également chef du service adjoint au service des sports de 2004 à 2008. Vous êtes passé à TF1, donc vous avez présenté plusieurs émissions et que en fait vous êtes parti par la suite et vous avez présenté CFoot sur la chaîne LFP. Et depuis, donc en fait à présent, si je ne m'abuse, vous êtes rédacteur en chef adjoint sur iTélé. Absolument, je suis rédacteur en chef de la matinale d'ITélé présentée par Bruce Toussaint tous les matins à 7h-10h. Voilà. Et, vous pouvez indiquer un petit peu à nos auditeurs en quoi consiste votre travail donc sur iTélé? Là, aujourd'hui, il s'agit surtout de choisir les sujets, choisir les angles des sujets et choisir ce qu'on va mettre en termes de contenu dans les 3 heures de matinale sur iTélé chaque matin. 3 heures, c'est copieux, donc voilà, il faut être imaginatif. Évidemment, en ce moment, la Coupe du Monde, on a fait beaucoup traiter la Coupe du Monde, parce qu'on a le sentiment que c'est ce qui intéresse les gens et que dans l'air du temps, penser un peu football, ça fait du bien. Donc on a notamment une large couverture du football avec Stéphane Etcheverry qui est notre spécialiste et des consultants régulièrement, Gilles Verdez, Jean-Luc Haribard, Bernard Diomède est venu nous voir il n'y a pas longtemps. Alors on essaie d'avoir un plateau riche et varié. Et, mais c'est vrai, vous restez quand même beaucoup dans le domaine du sport. D'où vous est venu en fait, enfin comment vous en êtes venu à être en fait présentateur et animateur au niveau du sport? C'était passionnel comme pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que le sport c'est quelque chose qui moi m'a toujours accompagné, j'ai 42 ans, je crois que j'ai dû commencer le sport à 5 ans et demi, quelque chose comme ça, donc c'était passionnel et quand j'ai fait des études de journalisme et j'ai commencé ma carrière professionnelle, évidemment joindre et le métier et la passion c'est un luxe infini et j'ai eu la chance d'être donc sélectionné pour aller candidater pour un stage à TF1 et j'ai eu la chance incroyable d'être pris par TF1 et de vivre des moments absolument formidables dans cette chaîne en termes de sport, notamment les Jeux Olympiques, le Tour de France, la Coupe du Monde, l'Euro, faire à peu près la Coupe du Monde de rugby également, faire à peu près tout ce que je pouvais avoir envie de couvrir dans une vie de journaliste sportif. Et puis, ce qui fait partie de mes meilleurs moments et des moments les plus forts de ma vie, c'est toute la collaboration avec Jean-Michel et Thierry. Thierry, je pense à lui tous les jours, il me manque beaucoup, et je pense qu'il aurait été heureux de vivre cette Coupe du Monde avec le parcours de l'équipe de France cette année. Oui, c'est vrai que c'est un beau parcours et c'est une belle Coupe du Monde, en fait, forte en émotions, en rebondissements. C'est vrai que vous parlez du parcours équipe de France. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas regretter un petit peu le fait que ce soit arrêté au quart, bien qu'il y a encore quelques semaines, on se disait en France, de façon générale, bon, ils vont pas sortir des poules. Il n'y a pas un petit regret quand même? Il y a un énorme regret. Je vais vous dire la vérité, moi je suis extrêmement frustré du parcours de l'équipe de France. Extrêmement frustré. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a d'une part l'aspect image.
pour la première fois depuis très longtemps, on a eu à nouveau envie d'aimer cette équipe de France. Parce qu'elle était beaucoup plus sympathique, parce qu'elle était plus humble, parce que elle faisait des efforts pour être plus proche de son public. Et ça c'est une victoire remarquable. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression à nouveau de trouver quand même une incarnation et une proximité avec cette équipe de France. Et ça, il y a quand même très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. En revanche, sur le plan sportif, oui, moi je suis extrêmement frustré parce que ce qu'on a vu sur les matchs de poule, je pense qu'aujourd'hui, avec les quelques jours de recul, il ne faut pas se voiler la face. On était dans une poule qui était extrêmement faible, dans laquelle, par contre, au moins, là aussi, pour la première fois depuis un moment, on a tenu notre rang, c'est-à-dire qu'on a été premier de cette poule de façon assez nette, assez claire, etc. Mais la façon dont on s'est comporté dans les matchs de poule a fait quand même naître d'autres espoirs que d'accepter cette défaite sur un non-match face à l'Allemagne. Assez curieusement, je ne sais pas si c'était également votre sentiment, mais assez curieusement, moi j'étais finalement à la mi-temps du match contre l'Allemagne moins inquiet qu'à la mi-temps du match contre le Nigeria. C'est-à-dire que au moment contre le Nigeria, on a joué en reculant, on a défendu en reculant, ça manquait de niaque, ça manquait d'impact, ça manquait de créativité. Autant contre l'Allemagne, on prend ce but magnifique de l'Allemagne au bout de 13 minutes, même si je mettrai un bémol après, mais dans ce qu'on propose en première mi-temps, au moins on défend en avançant, il y a un impact physique, il y a un souci de créer, et on se dit il va y avoir un déclic en deuxième mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, malheureusement, rien ne se passe. Et là, soudainement, en deuxième mi-temps, on a Griezmann contre le reste du monde. On a un homme seul qui, lui, est au niveau en termes de mentalité, de volonté, d'impact, est au niveau d'un match de quart de finale de la Coupe du Monde. Et parallèlement, on le sent vraiment seul. Donc, les conclusions que j'en tire moi personnellement, c'est que peut-être on manquait de profondeur de banc, parce qu'on a vu par exemple un Valbuena qui n'était pas au niveau qu'il nous avait proposé depuis le début. Et il ne s'agit pas de taper sur Valbuena, parce qu'il est un des éléments essentiels de ce parcours. Il a été à un niveau et à une constance qu'on n'y connaissait pas, mais il a vraiment un coup de moins bien contre l'Allemagne. Et là, il n'y a pas de solution, ou en tout cas, des échanges considèrent qu'il n'y a pas de solution, puisque on pouvait considérer quand même que Cabella pouvait être une option éventuellement. Ouais. On a un Benzema moins bon, c'est-à-dire un Benzema qui a le talent qu'on connaît, mais qui ne donne pas l'impression d'avoir très envie de se faire mal. On a un Matuidi qui est, je sais que vous êtes un site, une radio particulièrement proche du PSG. On a un Matuidi qui n'est pas non plus au niveau auquel il nous a habitués et dans la saison et en équipe de France. Et là, soudainement, on se dit, on a un problème de profondeur de banc, et puis quand même un problème d'état d'esprit général, parce que on attend quand même, au moins sur le dernier quart d'heure, un sentiment de rébellion, de on jette toutes les forces dans la bataille et tant pis si on en prend un deuxième, et c'est pas ce à quoi on assiste. Alors évidemment, il y a des faits de jeu qui font que ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Moi, je continue de considérer que le coup franc qui amène le but allemand n'existe pas. Il n'y a pas de faute, en l'occurrence de Pogba à ce moment-là. Enfin, pour moi, il n'y a pas de faute. Et en revanche, je considère qu'en deuxième mi-temps, il y a une faute assez nette sur Griezmann, et que le seul problème, c'est que Griezmann ne surjoue pas, ne fait pas de cinéma, et que l'arbitre ne siffle pas. Mais donc voilà, je vous ai résumé deux faits de jeu. On prend un but sur un coup franc qui n'existe pas, et à l'inverse, on ne siffle pas un pénalty qui pour moi est incontestable, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, mais à un moment il est dans la surface, il y a un défenseur allemand qui a la jambe derrière sa jambe, et qui en même temps fait une pression sur son thorax. Donc oui, là il n'y a pas faute, il n'y a jamais faute. Voilà. Oui. Ça fait résumer des faits de jeu. Néanmoins, en termes d'ambiance et d'état d'esprit sur cette deuxième mi-temps, on est en dessous, c'est triste, c'est frustrant, et je m'interroge pour le coup, c'est rare, mais je m'interroge sur le coaching de Deschamps sur ce match-là, parce que il est clair que Valbuena est en dessous, et c'est dommage de ne pas lancer Giroud plus tôt. Il est clair que Valbuena est en dessous, et c'est dommage, s'il ne choisit pas l'option Giroud, de jouer un atout avec Cabella. S'il est dans les 23, c'est quand même un moment pour essayer de l'utiliser, de donner quelque chose. J'ai trouvé que là, pour le coup, en termes de coaching, il avait été sans doute moins réactif qu'il ne l'avait été par le passé. Peut-être que Deschamps, comme les joueurs dont je parlais, a été un peu en dessous sur ce match contre l'Allemagne. Est-ce que c'est pas lui finalement qui a eu le plus de tension, peut-être le plus de
stress comme beaucoup de joueurs. C'est vrai qu'en France, on est particulièrement touché par la pression, cette fameuse pression presque, je dirais, pas tout à fait typiquement française, mais presque quand même, qui nous fait rater souvent des grands événements en sport, tout sport confondu. Est-ce que c'est pas finalement Didier Deschamps qui l'avait plus que les autres et qui du coup a peut-être troublé son jugement qui jusque-là était quand même assez bon? Moi, je pense qu'on a... C'est un débat qui a alimenté les jours qui ont suivi la défaite, mais je pense qu'il y a un vrai débat sur la communication et l'expression des objectifs. C'est-à-dire, nettement, le fameux objectif quart de finale, pour le coup, je considère qu'il concernait surtout Didier Deschamps. C'est-à-dire que arriver en quart de finale par rapport à la situation qui était la nôtre il y a encore quelques mois, et bien sûr, ça fait une Coupe du Monde réussie. Mais ça devait être à la limite dans la tête de Deschamps et uniquement dans la tête de Deschamps. L'expression de cet objectif-là, à mon avis, il était saut. Et pour le coup, de la part des joueurs, de la part de Deschamps et de la part des joueurs, autant je considère qu'on avait une énorme pression sur le match contre le Nigeria parce que avec ce qu'on a fait dans les poules, la France n'aurait pas compris que les Bleus ne passent pas ce cap du Nigeria. Autant une fois que le Nigeria était passé, quoi qu'on raconte, on ne pouvait pas considérer favori face à l'Allemagne qui pratique un des plus beaux footballs depuis 10 ans. On ne pouvait pas se considérer favori face à eux. Donc, j'ai pas eu le sentiment que c'était un problème de pression. J'ai eu le sentiment que c'était plus un problème de on joue pas notre atout, on joue pas la carte à fond. Après, vous disiez c'est typiquement français. On a vu hier que c'est pas seulement français. Pour le coup, oui, sans doute que les Brésiliens ont été vécus avec une pression bien plus importante. Oui, mais d'autant plus que les Brésiliens avaient peut-être aussi, ils se sont fermés sur eux-mêmes pendant la Coupe du Monde, parce qu'il y a aussi cette pression sociale, parce que pour eux c'était d'autant plus risqué de perdre que ça amène de l'eau au moulin de tous les opposants à la Coupe du Monde. C'était pour le Brésil bien au-delà de gagner enfin à nouveau un titre qu'ils n'ont pas gagné depuis très longtemps en fait. Oui, mais vous vous souvenez que le fait de se replier sur soi-même, d'être coupé du monde, etc., ça a été théorisé par des gens qui ont plutôt bien réussi, et je pense évidemment à Aimé Jacquet et au groupe France 90, qui, encore une fois, avaient décidé de se couper du monde, et donc de la France, du pays dans lequel était organisée la compète, et on le sait, ça leur avait plutôt pas mal réussi. Donc, moi je pense qu'effectivement la pression elle était plus symbolique, c'est-à-dire que c'était au royaume du foot, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas comprendre que le Brésil ne gagne pas. Bien sûr, vous avez raison, il y a aussi cette pression sociale. Est-ce qu'elle a joué sur le comportement des joueurs? Sincèrement, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'on était plus dans le symbole purement footballistique au départ, et que la pression qui se faite pour eux était plus une pression de on doit gagner la Coupe du Monde qui est organisée dans le pays, et qu'on était plus sur le domaine du football. Après, c'est mon avis, et je crois que c'est l'avis de beaucoup d'observateurs, et mes tweets en font foi. Le Brésil, j'allais dire de façon un peu brutale, le Brésil a eu ce qu'il méritait. On a vu effectivement un minuscule Brésil dans cette Coupe du Monde. Il n'y a pas un match où le Brésil nous a convaincus. Le Brésil a survécu grâce à Neymar, mais il n'y a pas un match, pas un. Il n'y a même pas une mi-temps durant laquelle le Brésil nous a convaincus. Donc, moi j'ai trouvé, j'imagine, comme beaucoup d'amoureux du football, très vite, beaucoup de peine et de pitié dans le match d'hier. Mais c'est un minuscule Brésil, sans même parler du navire, c'est un minuscule Brésil qu'on a vu dans cette Coupe du Monde. Ah oui, oui. Dès le premier match contre la Croatie, et c'est vrai que on se dit, c'était mon sentiment, j'en parlais avec d'autres personnes, ça aurait dû être la Croatie à la place du Brésil qui aurait pu se mériter de sortir de cette poule par rapport à la qualité de jeu qui a été vue au total. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis si on prend... Exactement. Le Chili était nettement plus convaincant en termes de qualité de jeu, d'envie, de collectif, etc. que le Brésil. Et cette qualification miracle dû au fait que la frappe de Pigna, la 92e, frappe la barre plutôt que de rentrer. Voilà, leur qualification était miraculeuse, aussi bien dans les poules qu'ensuite. Donc voilà, le retour sur terre est brutal. Quand on aime le football, on ne peut pas se réjouir de la déculottée qu'ils ont pris, et je m'en réjouis absolument pas. Non, jamais. Néanmoins, on a vu un minuscule
Brésil. Et vous pensez que ça peut jouer sur le moral des Brésiliens qui sont au PSG? J'étais sûr que vous alliez me poser la question, forcément. Ça, pour le coup, c'est votre source d'intérêt principal, désormais. Et je le comprends tellement. J'ai l'impression, pour le coup, je ne suis pas psychologue, mais on a vu les résultats de la magnifique Regina Brandao, psychologue de la CSAO. Donc, peut-être que les non-psychologues, finalement, sont plus psychologues que les présumés professionnels. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai le sentiment que c'est acquis tout double. Ce qui est évident, c'est que, bien sûr, ça marque. C'est-à-dire que faut quand même comprendre que ces gens-là sont marqués du fer rouge. Vous êtes les plus mauvais joueurs de l'histoire du Brésil. Ça, ils l'ont au fer rouge et ils l'ont ad vitam aeternam. Donc, c'est quand même vous rapporter. Quand je disais c'est qui tout double, c'est qu'en même temps, pour une fois, être si loin de leur pays d'origine et pouvoir vivre une autre aventure avec un autre collectif, avec un autre groupe, pour le coup, ça peut être salutaire. Je pense que les premiers mois vont être compliqués. Je pense en plus, vous connaissez bien le football, je pense en plus que dans les matchs où, en gros, quand on connaît un peu les coulisses, tout est permis, je pense qu'ils vont se faire très largement chambrer, qu'il faudra surveiller ça aussi. Il faudra surveiller la réaction nerveuse d'un David Luiz et d'un Thiago Silva, qui vont se faire chambrer allègrement par tous les attaquants de France dès qu'ils seront sur un terrain en Ligue 1 cette année. Donc, tout ça, c'est des données à prendre en compte. Après, je pense que le côté on tourne la page, on dit autre chose, si loin de chez nous, ça leur faire un bien fou. Parce que, pour une raison simple, c'est que en revenant au parc, ils seront acclamés. S'ils restent au Brésil, ils seraient sifflés, hués, vilipendés, menacés. Donc c'est en même temps une bulle d'air, quoi. C'est une bulle d'air. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'en leur sort intérieur, ils sont très touchés, qu'encore une fois, il y a ce risque quand même de provocation, de tension nerveuse qu'on ne peut pas tout à fait ignorer. Et puis un troisième élément qui ne me semble pas tout à fait anodin, c'est que jusqu'à présent, souvenez-vous, quand Thiago Silva est arrivé, on a dit que c'est le meilleur défenseur du monde. Et cette sorte de formule idiote, mais qui joue sur le moral des attaquants. Un attaquant qui est en terrain et qui se dit j'ai en face de moi le meilleur défenseur du monde, certes il est motivé, mais il est aussi un peu freiné, éliminé dans son talent, dans son tempérament, etc. Il est pris une fois, deux fois, et finalement il n'est pas surpris, parce qu'on lui a tellement dit qu'en face il est le meilleur défenseur du monde. Donc là les données sont inversées. Là, pour les attaquants qui vont rencontrer la défense du PSG l'année prochaine, on a la pire défense de l'histoire du Brésil. Donc voilà, ça va jouer aussi. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que je crois qu'effectivement on peut avoir des inquiétudes sur les répercussions pour la défense du PSG. Finalement, peut-être que c'est... Et là qu'on parle de deux centraux, mais Maxwell... Oui. Pardon, excusez-moi, mais je vous disais, on parle des deux centraux, mais Maxwell, même sans jouer, est associé à ce traumatisme. Donc on a quand même 3 éléments sur 4 titulaires de la défense du PSG qui ont vécu la pire expérience de leur histoire. C'est pas anodin, et je vous dis, ça peut jouer sur l'attitude et sur le moral des attaquants en face. Oui, de toute façon, il y a bien sûr le côté physique, mais il y a avant tout c'est le moral qui joue. Je crois, oui. C'est une... Ah oui, et ça peut donner de très bonnes idées. Et quand je dis très bonnes idées, je parle pour les autres équipes, mais je pense que les supporters du PSG me diront que ce ne sont pas des bonnes idées, mais ça peut donner de très bonnes idées, c'est sûr, aux équipes adverses, aux attaquants des équipes adverses de Monaco, Lille et autres, de finalement se dire que, voilà, jouer sur le moral de ces joueurs brésiliens. Peut-être, de toute façon, on joue toujours sur les faiblesses de l'adversaire. Évidemment. Voilà. Parlons juste un petit peu du championnat français. Justement, peut-être qu'on arrivera à un tournant dans ce championnat avec cet événement. Vous le voyez comment, ce prochain championnat? Très disputé ou franchement encore un peu un PSG, où je dirais un libre PSG dominé et les autres qui courent derrière? Je pense que ça dépend beaucoup de la capacité de Monaco à stabiliser son effectif et à se renforcer. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, même si j'imagine que pour vos auditeurs, c'est pas malheureusement, mais malheureusement, la situation économique de la plupart des clubs français fait que
uns et les autres. Je pense à Lyon, je pense à Marseille, je pense à des clubs de ce niveau-là qui ont offert une belle concurrence ces dernières années. Je pense qu'il n'y a pas un club qui est digne aujourd'hui, en termes de moyens, en termes d'effectifs, d'apporter la contradiction au PSG. Donc je pense que ça sera encore un duel. Ça dépend vraiment beaucoup de la faculté de Monaco à stabiliser, à renforcer son effectif. On a vu les performances de James Rodriguez. Je le dis, c'est facile de le dire après, mais dès que James Rodriguez est arrivé dans le championnat de France, on a senti que c'était un joueur, un gamin avec un potentiel absolument épatant. Vraiment un joueur de classe mondiale, un joueur avec ce petit grain de folie, de génie auquel on était plus tellement habitué, à part évidemment justement sur Ibra, avec des gens comme Ibra ou ce qui est, voilà, mais voilà, qu'on atteignait à nouveau des joueurs d'un calibre très supérieur à la moyenne. Donc j'ai vraiment le sentiment que ce sera Paris et peut-être Monaco, et en tout cas personne d'autre. Ouais. En effet. C'est ce sentiment de beaucoup, en fait. Hein, c'est vrai Mais alors, je vais juste faire une transition un petit peu par rapport au Paris avec le Paris PSG féminin, parce qu'en fait je suis le monsieur foot féminin au Ville-Lumière. Et j'aimerais déjà savoir si, parce que bon, vous diffusez beaucoup de football, le foot féminin lui est moins diffusé. Et moi, en tant que défenseur et amoureux et passionné de foot féminin, je veux savoir si à IPD, il y a une question de faire une place plus grande au foot féminin contre le PSG, voilà, ou Lyon, parce que ce championnat est en train de se renforcer. PSG n'arrête pas d'acquérir une grande joueuse sur grande joueuse. On est en train de changer d'air, justement, comme j'ai dit par le passé, c'est l'air qui change, et justement l'air est parti, et on change d'air maintenant dans le foot féminin. Il y a quelque chose de prévu de la part de l'ITD, plus pour pas le foot forcément. féminin Je vais vous dire, pas forcément parce qu'on est une chaîne généraliste. Et sur une chaîne généraliste, on traite avant toute chose ce que j'appellerais les évidences. C'est-à-dire que déjà, vous le savez, avec les nouveaux droits de diffusion, etc., on a déjà portion congrue en ce qui concerne le championnat masculin, mais on commence par des choses qui sont grand public. En revanche, là où je vais abonder dans votre sens à 200%, c'est que je suis moi-même un grand amoureux du foot féminin, et quand j'ai dirigé CFoot, qui était donc la chaîne TNT qui a vécu il y a un peu plus d'un an, qui était donc 100% consacrée au foot, l'une de mes premières démarches, ça a été d'aller sur le terrain du foot féminin, ça a été de signer en consultante Gaëtane Tinet et Sandrine Soubéran, les joueuses de Juvisy, et pas seulement pour leur faire parler de foot féminin, mais également pour leur faire parler de foot masculin, en considérant que le foot féminin aujourd'hui a acquis un tel niveau en termes de football, et je parle sur le plan tactique, sur le plan physique, vraiment c'est du vrai football et c'est du grand football, que j'avais signé ces consultantes-là pour qu'elles nous parlent aussi de foot masculin, parce que je considère qu'elles étaient tout à fait compétentes pour parler de foot masculin. Voilà. Moi, je considère que on n'a pas su, au niveau de la fédération, tirer les bénéfices de l'image et des performances de l'équipe de France assez pour les mettre en valeur et obtenir une diffusion plus importante, plus régulière, de meilleure qualité. C'est très dommageable, mais pour le coup, je ne crois pas que ce soit le boulot de chaînes d'infos généralistes. Je pense que ça doit être du domaine des chaînes sportives, ça doit être du domaine des chaînes diffuseurs de matchs, mais c'est pas forcément notre boulot à nous télé, vous voyez. Oui, peut-être au moins, parce que moi je milite pour ça depuis des années, peut-être au moins un petit résumé des matchs de la semaine, enfin des week-ends, de chaque journée de championnat, non? Ça pourrait, mais je vais vous dire encore une fois, dans la grille qui est la nôtre, vous savez, les chroniques sport, elles font 3 minutes. Oui, vous comprenez bien que dans 3 minutes, c'est très compliqué d'insérer ça. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, je considère que, quand bien même moi, je suis un ardent défenseur du foot féminin, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est pas évident de l'insérer dans la grille d'une chaîne d'info généraliste. Ouais, non, mais je le comprends aussi. Storytelling, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a d'autres grands médias qui pourraient faire cet effort et... Ah, mais ça, on en est absolument d'accord. Voilà. Et alors, juste une dernière question. Alors,
j'aurais eu plein de choses à vous demander parce que, bon, Je vous en prie, je suis disponible, hein, je vous écoute. Hein. Oh, bah, si on a quelques minutes de plus, je continuerai un petit peu sur le foot féminin, entre autres. La finale, en grand amoureux du foot féminin, la finale Olympique Lyonnais PSG, vous avez eu l'occasion de la voir, vous en avez pensé quoi? Non, malheureusement, pour des raisons personnelles, je l'ai vu d'un œil, donc je vous dirais des bêtises. Moi, je vous dis ce qui m'a frappé dans le foot féminin ces dernières années, c'est surtout qu'on a franchi un palier, je trouve, en termes d'impact physique. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à des entraînements. Vraiment, ce qui m'a frappé, c'est ce domaine-là. C'est-à-dire que à une époque pas si lointaine, c'était agréable, c'était, j'allais dire, divertissant. Aujourd'hui, c'est du vrai foot. Quand on aime profondément le foot, en termes d'impact physique, en termes de tactique, en termes de qualité de jeu, c'est vraiment du foot. C'est du foot de haut niveau. Donc moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est vraiment ça qui m'a frappé. Ouais. Et justement, c'est l'occasion de parler un peu de Corinne Diacre, qui du coup est devenue entraîneur de Clermont. Votre avis sur cette place qu'elle a prise dans le foot féminin, place logique en fait, quand on voit le niveau technique des joueuses maintenant? Alors, là, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais peut-être passer pour un ringard absolu. Si on reprend la genèse, avant Diacre, il y avait le Mirage Elena Costa. Elena Costa, donc, pour vos auditeurs, entraîneur, puisque entraîneuse c'est très joli, une femme entraîneur de nationalité portugaise qui avait fait ses classes auprès de la sélection portugaise, de sélection étrangère, mais de sélection exclusivement féminine jusque-là. Je trouvais que c'était une idée absolument tordue et une opération de communication exclusivement. Pourquoi? Parce que, justement, quand j'étais directeur de la rédaction de CFoot, on diffusait la Ligue 2. Donc c'est un championnat que je connais particulièrement bien. Et ce championnat de Ligue 2, il est très, très, très différent. Je ne surprendrai aucun des passionnés de foot quand je dirais ça. C'est un championnat très différent de la Ligue 1. C'est un championnat extrêmement physique. Le premier talent d'un joueur de Ligue 2, c'est l'impact physique. Vraiment. On l'a vu, il y a beaucoup d'équipes qui descendent de Ligue 1 et qui ont toutes été secondes à remonter parce que la nature du jeu est très différente. C'est un championnat d'engagement. Donc, je trouvais que dans la spécificité du championnat, liée au fait qu'on prenait quelqu'un qui n'avait aucune culture de championnat et en plus une personnalité étrangère, c'était une folie pure. Donc, les faits ne pourront me donner ni tort ni raison, puisqu'on ne le verra pas, mais oui, c'est une folie pure. Donc, si je tire ce raisonnement jusqu'au bout, je vous avoue que Corinne Diacre, que j'adore, j'ai même travaillé à quelques reprises avec elle à l'époque où j'étais à Téléfoot, qui est quelqu'un que j'adore et pour qui j'ai le plus grand respect. Commencer une aventure d'entraîneur avec une sélection masculine dans le championnat de Ligue 2, je trouve que c'est très, très, très risqué. Donc, moi, je l'ai vécu, pour ne pas faire de langue de bois, je l'ai vécu comme un entêtement de la part de Clermont. C'est-à-dire que Clermont avait décidé de jouer le symbole, on met un entraîneur féminin, et ben on tire le symbole jusqu'au bout. Sauf que vu de la fenêtre, encore une fois, je vous fais pas de langue de bois, vu de la fenêtre, c'était une erreur, ça continue d'être une erreur. Sans doute atténué par le fait qu'on prend au moins des joueuses françaises, donc quelqu'un qui a un peu la culture du pays, qui comprend ce championnat, etc. Mais je trouve que c'est un pari extrêmement risqué et que probablement, comme un entraîneur classique, il aurait été intéressant de faire perdre ses classes à un niveau inférieur avant d'accéder à ce niveau. La Ligue 2, c'est quand même un championnat important. On ne peut pas donner les clés à quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience de ce niveau-là. Donc voilà, moi je trouve ça risqué et plus symbolique qu'efficace. J'espère que Corinne Diacre va me donner tort, je l'espère 100 fois. Mais une affaire, c'est un pari risqué et c'est le symbole avant tout. Oui, c'est vrai que personnellement, comme je dis, grand fan de foot féminin, déjà j'ai été très surpris par l'arrivée d'une entraîneuse. Bon, c'est pas le fait qu'elle soit portugaise, c'est le fait que ce soit une entraîneuse pour une équipe de seconde division. C'est vrai que moi-même je me suis dit, c'est quand j'ai vu qu'elle partait et que finalement Corinne Diacre arrivait derrière, puis moi aussi je me suis dit, c'est juste parce qu'ils insistent sur le symbole. Mais je me suis dit, est-ce que le symbole peut être beau? Voulez-moi qui est moins tout féminin. Dites-moi combien d'équipes de haut niveau
féminins sont entraînés par des femmes. C'est simple, je pense qu'on sera d'accord vous et moi, il y a 3 équipes. Il y a Lyon, le PSG, Juvisy. Juvisy est entraîné par une femme. Ni Lyon ni le PSG ne sont entraînés par une femme. Bon, je pense qu'on brûle les étapes. Voilà, évidemment, j'ai très envie de voir un entraîneur féminin ou une entraîneuse, oui, j'aime pas beaucoup de mots, mais de voir une femme réussir au poste d'entraîneur, j'en ai très envie, mais je pense qu'il faut respecter des étapes. Moi, je crois beaucoup, par exemple, dans l'avenir en tant qu'entraîneur. Alors évidemment, là tout de suite, son nom m'échappe, mais c'est parce que je commence à être vieux. La latérale de Lyon internationale, des plus belles joueuses françaises, la latérale gauche de Lyon qui est internationale. Oui, vous voyez, bon, je vois qu'on Alzheimer est contagieux. Oui, du coup, justement, je suis particulièrement... Oui, j'allais dire Sonia, bon, non. Non, mais c'est pas non. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Elle a un vrai avenir d'entraîneur, mais je pense qu'il faut respecter des étapes. Voilà, il faut y aller crescendo, il faut respecter des étapes, comme le ferait un entraîneur masculin d'ailleurs. Quand on voit l'avènement de Rudy Garcia, je trouve que Rudy Garcia est un bon exemple. Il a commencé, après sa carrière de joueur, par entraîner des équipes de moindre calibre. Il a fait du national, il a fait la Ligue 2, il a fait de la Ligue 1, il a un statut international. Et pour tout vous dire, je considère que c'est forcément un entraîneur qui aura un avenir international. Je veux dire, aux manettes d'une sélection nationale. Voilà, je pense qu'il faut respecter des étapes et que s'accrocher juste à des symboles, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est vrai. Mais c'est vrai que bon, dans l'avenir, on peut penser que des joueurs comme Wendy Renard, en fait, peuvent, avec une grande carrière qu'elles font déjà, avoir une grande carrière d'entraîneur aussi par la suite. Je pense qu'on voit comment elle dirige son... Parce qu'en tant que capitaine de Lyon, il y a quand même quelques joueurs. Mais c'est vrai qu'il manque encore du... Il manque en fait peut-être comment dirais-je, il manque de la visibilité d'abord au foot féminin, dans le foot féminin, peut-être avant de vouloir les mettre trop en avant pour le foot masculin, en tout cas professionnel. Ben, je crois. Ouais. Et j'ai peur, moi personnellement, ce que j'ai surtout peur, c'est que Corinne Diacre en paye principalement les pots cassés là-dessus, de cette volonté de façon tout, elle va être portée, voilà, il faut qu'elle réussisse pour le foot féminin quelque part en plus, parce qu'elle est dans le symbole. Alors qu'elle reconnaît elle-même, après la première semaine d'entraînement, que c'est vrai que c'est un peu dur, mais qu'elle est déjà en train de s'accrocher, quoi. Et encore une fois, moi je demande qu'une chose, hein, c'est qu'elle ne fasse mentir et qu'elle y arrive. Mais voilà, je pense que vous savez ce que c'est, hein, quand on grille les étapes, on risque aussi de griller le symbole. Donc voilà, ce que je voudrais pas, c'est que si malheureusement, comme je le crains, elle devait échouer, on fasse à nouveau machine arrière et qu'on dise, voilà, c'est la preuve qu'elle ne peut pas y arriver, alors que bien sûr elle peut y arriver. Et voilà. Et mon Alzheimer est revenu, donc c'est bien Sonia Bonpastor dont je parlais. Oui, c'est bien, voilà, c'est bien Sonia. Latéral de Noël qui a une vraie culture tactique, etc. Et qui, à mon avis, elle, aura une grande carrière d'entraîneur. Ouais, bien sûr. Et qui en plus, voilà, elle a la fermeté et la douceur en même temps. J'ai la chance de l'interroger, mais c'est vrai que bon, elle adore. Elle fait envie au niveau, et puis voilà. Sans doute de grandes qualités de management, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Je pense effectivement qu'elle a des qualités pour, mais il y a des étapes à respecter. Voilà. Tout à fait. Moi, d'un seul coup, ça me pensait, dans un tout autre sport, à la volonté qui avait été affichée par, je ne sais plus quelle écurie de Formule 1, d'avoir absolument une femme pilote qui ne passait jamais les qualifs et finalement qui a joué plutôt en défaveur des femmes dans l'automobile. Et ben c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai peur que en grillant les étapes, on grille le symbole et ça, ce serait problématique pour le foot féminin. Je citais tout à l'heure l'exemple des grands clubs entraînés par des hommes, des grands clubs féminins entraînés par des hommes. On peut aussi citer la sélection nationale, puisque c'est quelqu'un que j'adore et pour qui j'ai le plus profond respect qui dirige aujourd'hui la sélection féminine. Et c'est un homme, c'est Philippe Bergerot. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'il y a des étapes à respecter pour
pour être solide, être crédible et pouvoir derrière basculer sur le championnat masculin. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un peu une question quand même de culture, entre guillemets? Parce que bon, vous voyez l'Allemagne, vous voyez d'autres pays, des femmes sont entraîneurs et ce sont souvent parmi les tout meilleurs pays du monde tout de même. Sans doute, mais encore une fois, puisqu'on n'a pas cette culture-là, prenons le temps de l'acquérir. Voilà. Ne brûlons pas les étapes. Eh bien, je vous poserai par contre cette fois-ci une toute dernière question pour revenir juste à la Coupe du Monde. Juste en fait, pas une question, un pronostic. Quel est votre pronostic pour la finale et qui contre qui et qui gagne? Alors, je vais répondre par la dernière question. Qui gagne? L'Allemagne. L'Allemagne, parce que c'est un des plus beaux jeux depuis 10 ans, que je trouve qu'il y a une vraie constance dans le style de jeu. Je pense que Loh est un entraîneur formidable, mais c'est la suite logique de ce qu'on voit depuis 10 ans dans le jeu de la Mannschaft. C'est une évolution, mais c'est pas une révolution, qu'ils ont une génération de talents monstres, et que évidemment, cette demi-finale leur apporte un capital confiance qui est énorme. Voilà, je ne crois pas du tout de leur part au syndrome de la grosse tête. Je ne crois pas du tout qu'ils puissent se laisser griser par ce résultat. Je crois en revanche que ça leur apporte un capital confiance immense en vue de la finale. Après, je vous disais tout petit Brésil, j'ai envie de vous dire toute petite Argentine. J'ai quasiment pas vu un match abouti de l'Argentine depuis le début et j'étais très frappé durant le premier tour du parallèle qu'on pouvait faire entre le Brésil et l'Argentine, c'est-à-dire deux équipes qui ne jouaient pas en équipe, deux équipes sauvées par un soliste, Neymar côté brésilien, Messi côté argentin. Sans doute, côté argentin, Messi a-t-il pu compter un peu plus au fil du temps sur l'apport de Di Maria, et vous savez, Di Maria il est out. Donc, on se retrouve à nouveau avec une équipe argentine avec le seul Messi pour sauver la patrie. J'ai tendance à penser que sur le plan collectif, et là aussi on peut parler d'une belle génération, etc., même si je pense qu'il y a quand même un petit peu de profondeur de banc, mais sur le plan collectif, j'ai l'impression quand même que les Pays-Bas sont au-dessus. En plus, ça me ferait plaisir pour Robben, qui est quand même un des plus beaux joueurs de cette génération, enfin qui est un joueur qui dans cette Coupe du Monde est absolument effarant, épatant, sublime. Voilà. Donc ça me ferait plaisir qu'en termes de talent, Robben accède à la finale. Et j'ai l'impression que collectivement, c'est un peu plus costaud. En même temps, je vous dis, le bémol que je mets, c'est la profondeur de banc. Je trouve que l'absence de Jong a causé beaucoup de tort en termes de qualité de récupération. Et sur le plan offensif, je ne suis absolument pas convaincu par le dénommé Lens, que je trouve d'une faiblesse inouïe et indigne des grands attaquants néerlandais, comme Fred est indigne de l'histoire des attaquants brésiliens. Donc, je crois qu'il y a une très belle génération, je crois que c'est une belle équipe collectivement, j'ai juste un bémol sur la profondeur de banc du côté des Pays-Bas. Voilà. Après, quand Messi est sur le terrain, il peut se passer n'importe quoi. Donc on n'est pas à l'abri d'une victoire 1-0 avec un but de Messi sur un coup franc lunaire. Mais il me semblerait plus logique, plus cohérent et probablement plus sympa pour le football que ce soit pour une fois et pour la première fois de l'histoire une finale 100% européenne sur le continent sud-américain, puisque jamais sur le continent américain une équipe européenne n'a gagné. Oui, c'est vrai. Et oui, tout à fait. Mais bon, moi en tout cas, je suis partant pour l'Allemagne aussi. Et bon, pour des raisons de cœur, je dirais l'Argentine en face. Mais le pronostic final serait le même tout de même, l'Allemagne vainqueur. En termes d'ambiance, on peut penser que si l'Argentine accède en finale, ça sera plus intéressant parce qu'il y aura un représentante du continent sud-américain et que peut-être, là pour le coup je ne connais pas assez bien le continent sud-américain pour me prononcer, mais peut-être on aurait un stade qui pousserait l'Argentine et sans doute en termes d'ambiance et de confrontation ce serait intéressant. Sur le plan purement du jeu, j'ai envie d'une finale 100% européenne. Oui. Mais écoutez, c'est sur ces très bonnes paroles nous parlons le foot européen qui en vaut tout à fait la peine qu'on va se quitter. Je vais vous libérer.
En vous remerciant vraiment infiniment parce que c'est vrai que on avait prévu de prendre moins de votre temps et vous avez été très très disponible et c'est vraiment très aimable de votre part et puis voilà, j'ai quand même eu la chance d'avoir Pierre Perronnet qui me donne le double de temps que j'attendais de lui quand même. Donc je suis pas peu content et en plus grand fan, grand amoureux du foot féminin comme moi. Je dirais il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, une interview ou vidéo peut-être un jour, qui sait, si vous êtes partant sur le foot féminin. Et on le verra. En tout cas, je vous remercie encore au nom de toute notre passion, de lumière. Et je vous souhaite une bonne été, une bonne rentrée. Et puis déjà dans le court terme, une bonne soirée. Eh ben, merci beaucoup, c'était avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.